Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 1er juin 2024 et c'est le mois où l'été est censé commencer. Et les marchés ont terminé ce fameux mois de mai, le mois de mai du Sell in May and Go Away. Alors pour l'instant ça n'a pas vraiment été le cas, hein. La plupart des indices finissent plus ou moins dans le rouge, certains plus que d'autres, je pense aux SOX par exemple, mais autrement le reste est plus ou moins à l'équilibre, c'est pas l'euphorie. On termine avec beaucoup de chiffres économiques, on a eu une semaine qui était chargée en chiffres économiques, on l'a vu tout le long de la semaine sur le Morning Bull Live, on va refaire un overview de tout ça, puis voir un peu où on en est, voir ce qui est sorti, voir ce qu'on peut en tirer comme conclusion, si on peut en tirer des conclusions. En tous les cas, ce qu'il faut surtout retenir, à mon sens, c'est que pour l'instant, les gens qui dirigent la finance, les banquiers centraux principalement, ont une tendance quand même assez claire à nous dire que ils sont prudents et ils attendent de voir un peu plus pour pouvoir dire quelque chose de plus concret. Donc pour l'instant, on avance pas à pas, jour après jour, et j'ai même envie de dire heure après heure. Donc la semaine aura été principalement concentrée sur les chiffres économiques. Les Américains n'étaient pas là lundi dernier, donc on a une semaine tronquée, hein. Souvenez-vous, très peu de volume le lundi, pas beaucoup de volume non plus le mardi. Ça a vraiment commencé à bouger à partir de mercredi. Et puis après, on a commencé à se concentrer vraiment sur les chiffres. On a eu pas mal de chiffres qui ont été publiés par les sociétés encore, hein. Souvenez-vous de Salesforce qui a tiré le Dow Jones à la baisse. Mais autrement, on s'est concentré sur le PIB tout d'abord, avant d'attaquer le PCE de vendredi. Alors parlons déjà du PIB, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, c'était plus faible que prévu. Alors c'est toujours une interprétation assez difficile, hein, puisqu'on vous le disait, c'est bien parce que l'économie ralentit. Si l'économie ralentit, c'est bien parce que du coup, potentiellement, la Fed pourra baisser les taux comme il l'avait prévu, on ne sait pas trop quand, mais ils pourront baisser les taux. Et puis, du coup, on se pose quand même des questions de savoir si c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle que l'économie ralentisse. D'ailleurs, si on regarde ce chart qui s'affiche devant vous, eh bien, on voit très clairement que c'est la perception d'une récession aux États-Unis dans les 12 prochains mois par le peuple, entre guillemets, par les Américains. Et vous voyez que c'est en train de remonter à toute vitesse. On est de nouveau dans des niveaux de crainte de récession. Donc ça veut quand même dire que Monsieur Joe American, celui qui consomme, celui qui paye avec sa carte de crédit, celui qui s'endette encore un peu plus pour pouvoir acheter le dernier gadget à la mode, eh bien lui commence à voir les choses se compliquer devant lui. Donc attention de ce côté-là, il y a une peur de récession qui commence à se pointer. Et si le consommateur lâche, c'est jamais une bonne nouvelle. Les chiffres justement de la confiance du consommateur qui ont été publiés cette semaine étaient plutôt rassurants. On voit que ça tient, ça s'accroche. Mais on a vu aussi dans les publications sur les sociétés que, effectivement, on a un changement d'habitude. C'est-à-dire qu'on commence à cibler les choses dont on a vraiment besoin. Et ça se ressent sur les performances de certaines sociétés. Donc ça, il ne faudra pas le négliger ces prochains temps. On voit quand même que c'est un point important qui commence à arriver. Et on voit qu'il y a 2-3 choses qui commencent un peu à branler aux manches. Vendredi, on a donc eu le PCE. Alors le PCE était en ligne avec les attentes. On voit que ça va bien. On est en hausse de 0,2% sur le mois. C'est comme les analystes attendaient. On était plutôt satisfait. Si vous regardez un petit peu les commentaires globaux qui ont été faits à propos de ce PCE, eh bien tout le monde se dit c'est bien, on est content, c'est super. On voit que l'inflation n'accélère plus tant que ça. Donc ça se calme et on va revenir un petit peu à la normale. Mais parce qu'il y a un gros mais, et c'est aussi quelque chose qui ressort régulièrement dans ce qui a été dit depuis vendredi 14h30. On aimerait surtout que par la suite, eh bien, ça continue comme ça. Donc, la plupart des messages qui ont été donnés, c'est oui, c'est bien, mais il faudrait quand même que ce soit la même chose en juin, la même chose en juillet, pour qu'on commence à dire qu'éventuellement, potentiellement, on va baisser les taux. Alors, la date de la baisse des taux aux États-Unis, le gros challenge de la semaine était le gros challenge de la semaine, vous l'avez vu. Eh bien, grosso modo, on est passé de décembre à septembre, septembre à décembre, décembre à septembre, septembre à décembre. On a fait ça toute la semaine. Hein. Toute la semaine, on a hésité entre ils vont commencer à baisser en septembre, ils vont commencer à baisser en décembre. Ils vont commencer à baisser en septembre, ils vont commencer à baisser en décembre. C'est un peu le truc à la mode pour l'instant. Ça s'en va et ça revient, comme dans la chanson de Claude François. Eh bien, vendredi soir, après les chiffres du PCE, on était de nouveau à oui, probablement qu'ils vont baisser en septembre. Mais il faudra que cette non-hausse de l'inflation ou cette hausse de l'inflation très douce, subtile, continue comme ça les prochains mois pour qu'on puisse vraiment s'enthousiasmer sur une baisse des taux à venir.
au mois de septembre aux États-Unis. D'ailleurs, quand vous écoutez les banquiers centraux durant toute la semaine, ils ont beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de banquiers centraux qui ont parlé, ils étaient tous très prudents et tous avec une vision à très court terme. Hein. Pour l'instant, ils disent, là, comme on est là, ça va, c'est plutôt ce qu'on voulait, mais il faudrait que ça continue comme ça pour qu'on puisse vraiment commencer à se détendre. Et puis il y en a quand même un, Kashkari, qui a quand même laissé entendre que si l'inflation ne montrait pas vraiment l'intention de baisser, eh bien, il allait peut-être falloir monter les taux. Mais ça on n'a pas tellement bien écouté, mais il l'a dit quand même, ça a été dit cette semaine. Le marché a fait comme s'il n'entendait pas, parce que pour l'instant, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Par contre, il y a un truc qui est assez fou au milieu de tout ça, c'est que personne ne parle de la hausse des prix réels. Parce que pour l'instant, on est tous en train de se chauffer en disant « Ouh, l'inflation ralentit, ça va beaucoup mieux ». L'inflation, c'est la vitesse d'accélération de hausse des prix. C'est-à-dire que si vous avez une inflation à 2%, ça veut dire que chaque année, ça monte quand même de 2%. Et là, sur les 3 dernières années, on a quand même pris 20-25% sur la hausse des prix net. Et puis encore, hein, ça dépend quel prix. Il y a un chiffre qui est resté dans ma tête cette semaine. Les œufs aux États-Unis sont montés de 50% sur 3 ans. Alors vous me dites, si vous mangez pas d'œufs, ça va. Mais si vous en mangez 6 tous les matins, c'est 50% de plus que ce que vous payiez il y a 3 ans. Donc là, il y a quand même 2-3 choses qui commencent à poser problème. Mais ça, pour l'instant, personne en parle. Et puis il y a aussi un truc que j'ai vu en filigrane tout à l'heure, c'est un truc assez important quand même, c'est la surexposition au secteur tech. On commence à en parler, il y avait d'ailleurs un article sur Bloomberg ce matin, on commence à parler de la surexposition au secteur tech. Aujourd'hui, l'exposition à la hausse des hedge funds américains est à plus de 21%, faite grâce aux Magnificent Seven. C'est assez logique puisque les Magnificent Seven représentent plus de 30% du S&P 500, mais on voit quand même que ces 7 titres représentent l'exposition tech, et on voit aussi que sur d'autres tech, il y a aussi beaucoup d'investissements. Donc globalement, les hedge funds sont surexposés au niveau de la technologie, et on peut le dire assez facilement quand vous regardez les charts que le secteur de la tech est quand même surtendu à la hausse, overextended comme on dit en anglais. Donc il y a quand même des craintes à avoir de ce côté-là. Si jamais il y a un retour de manivelle, ça risque d'être très très violent parce qu'il y a une surexposition au secteur quand même. Gardons-le dans un coin de la tête, on ne sait jamais. Passons à l'Europe maintenant. La semaine qui vient de s'écouler était aussi bien drivée par la thématique de l'inflation et de la baisse des taux. On sait que la semaine prochaine, la BCE se réunit et qu'elle en profitera pour baisser les taux pour la première fois depuis bientôt 3 ans. Donc on va baisser les taux de 0,25%, c'est une quasi-certitude, à moins qu'il se passe une catastrophe entre deux. Mais on a de plus en plus de discours de la BCE qui dit pour l'instant on va voir. On va d'abord baisser et on va voir comment l'inflation réagit, comment le marché réagit. Et ensuite, on verra si on coupe une deuxième fois au mois de juillet. Avant, on était plutôt parti sur un rythme régulier. Et là, on est en train d'accepter le fait que ce sera peut-être pas forcément régulier et qu'il faudra gérer cette différence ces prochains temps, cette manière d'approcher la baisse des taux au fur et à mesure, jour après jour, de nouveau, hein, vraiment, on va pas à pas parce qu'on n'a aucune visibilité. Et donc, par rapport à ça, et on l'a vu cette semaine d'ailleurs, les chiffres qui sont sortis en Europe ne vont pas forcément dans le bon sens pour une baisse des taux pérenne, puisque pour l'instant, on a quand même vu que le CPI en Allemagne était plus fort que prévu, pas de beaucoup, mais quand même. Alors, on peut discuter sur la méthode de calcul. Ce qui est assez rigolo, c'est que dès que le CPI va pas dans votre sens, là, on vient très pointillé sur la méthode de calcul. Par contre, quand il va dans l'autre sens, alors là, non, tout va bien, c'est normal, on s'en fout s'il y a des postes du CPI qui sont complètement distordus par rapport à la réalité. Non, mais là, dans ce cas présent, le CPI repart à la hausse en Allemagne. Alors on dit oui, mais ça c'est pas grave, c'était parce que principalement ils n'ont pas encore intégré la dernière mesure en date, c'est-à-dire les transports publics gratuits pour certaines personnes. Enfin bref, on fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on a envie, mais le CPI en Allemagne était quand même un peu plus fort que prévu. Même chose en France. D'ailleurs en France c'était assez rigolo parce que chaque fois qu'il y a un chiffre économique positif qui sort, vous avez toute la classe politique qui débarque en disant oui alors c'est génial, on est les meilleurs, wouhou. Et puis là l'inflation repart légèrement à la hausse en France. Pas un mot, personne, ils sont pas là, ils sont occupés à autre chose. Et donc cette inflation qui repart en Europe fait quand même se poser des questions sur la suite des événements. Néanmoins, on conserve notre espoir et notre quasi-certitude de voir baisser les taux la semaine prochaine. Par contre, la suite, il faudra attendre peut-être un tout petit peu. Et puis alors, la nouvelle de l'instant présent, là c'est tout chaud, ça vient de sortir. S&P 500 vient de downgrader la dette de la France de AA à AA-. Donc voilà, ils estiment que le déficit n'est pas géré, qu'ils sont complètement hors sujet et que ça va prendre du temps pour corriger le tir. Bref, pas des commentaires très très positifs, mais alors par contre là, en revanche, la classe politique a réagi, enfin Nono,
Nono Le Maire, le ministre des Finances, le mathématicien de génie et l'auteur de romans pour adultes bien hard de génie également, a donc commenté la chose en disant que c'est pas de leur faute, et si aujourd'hui il y a un déficit qui est parti en vrille, c'est parce qu'ils ont sauvé l'économie durant le Covid. Donc encore une fois, c'est pour eux, c'est les meilleurs, ils sont géniaux, il faut quand même le reconnaître, il est fantastique, ce type est fantastique. Enfin bref, la France a quand même été downgradée, et c'est pas forcément de bon augure quand on lit les commentaires de S&P, de bon augure politiquement parlant, parce qu'il y a quand même les élections européennes qui vont commencer bientôt, donc il y a des questions à se poser. Mais voilà, downgrade de la France, c'était à prévoir, mais c'est encore un autre organisme de rating qui devient négatif sur la France. En Suisse, on notera que les ventes des exportations sont reparties à la hausse le mois dernier. On notera aussi que le PIB est légèrement en hausse, mais à ce niveau-là, c'est plus de la dynamique, on dirait un spaghetti trop cuit, mais le PIB est quand même en terrain positif. Et puis, on notera aussi que les ventes de détail sont reparties de l'ordre à 2,7%, donc ça redémarre un petit peu de ce côté-là. Les indices économiques sont sortis en Suisse, c'était plutôt encourageant, mais voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est hâte-toi lentement, surtout pas faire de bruit et surtout pas déranger, mais la Suisse avance gentiment, mais calmement. Et les performances de la semaine, vous le voyez, alors pour l'instant, eh bien, c'est plutôt moyennement dans le vert. Hein, le S&P 500 est en baisse de 0,5%, mais le SMI est en hausse de 0,67% avec l'IBEX devant. Le Dow Jones des transports est en hausse malgré le downgrade, enfin les mauvaises nouvelles qui ont été données sur American Airlines. Par contre, le Dow Jones lui-même a enquillé une série de baisses qui étaient assez violentes. On est bien loin pour l'instant des 40 000 sur le Dow. Le Nasdaq est en baisse de 1,10%, même si à un moment donné, le Nasdaq Composite est allé chercher le record historique durant la semaine. Donc plutôt, il y a du bon et du moins bon, mais on voit que c'est plutôt stable. Mais on a vu quand même pas mal de pression sur les marchés européens cette semaine. On sentait que c'était pas les marchés les plus à l'aise. Ils nous ont habitués à être un petit peu mieux que ça. Et il y a aussi le Semiconductor Index qui était en baisse de presque 2%. Bon, ça c'est principalement dû au fait que finalement Nvidia a quand même baissé un tout petit peu. Mais on voit que malgré, en dehors de l'aspect des chiffres économiques qu'on a dû gérer la semaine dernière, eh bien on voit qu'on est quand même en difficulté, que le marché n'a pas vécu la meilleure de ces semaines. Par contre, si vous regardez la performance du mois, alors là, vous verrez que c'est un petit peu différent. Le Bitcoin en hausse de 14%, mais ça c'est différent. Le SOX en hausse de 11% sur le mois. Le SMI reprend 7,15% sur le mois. C'est assez spectaculaire quand même. Et vous noterez quand même que le SMI a mieux performé que le Nasdaq durant ce mois de mai. Donc c'est assez impressionnant quand même. Et puis après, vous le voyez en queue de peloton, eh bien l'Europe qui effectivement a eu un peu plus de peine ce mois. Et puis l'Asie qui est globalement dans le rouge, enfin surtout la Chine et Hong Kong, toujours avec ces problèmes d'économie qui redémarrent pas, mais qui sont compensés par le fait que quand même, on espère qu'ils vont recevoir un soutien du gouvernement via un stimulus. Et puis, pour terminer, le pétrole qui perd 2,24% sur le mois. Ça soulage un tout petit peu les chiffres de l'inflation, ceci expliquant peut-être cela. Le SMI pour la semaine, alors vous voyez que le leader de la semaine c'est Kuehne+Nagel, suivi de Nestlé, de Swiss Re, on va reparler de tout ça un peu plus loin, et puis dans le mauvais côté des choses, Lonza qui repère 5,8%, et puis voilà, 2-3 prises de bénéfices, c'est rien de spécial, franchement sur la Suisse c'était relativement calme, il y a quelques petites nouvelles, on va les aborder tout à l'heure, mais pas de grands trucs très importants, et si ce n'est pas mal de discussions sur les pharma. Si on part sur le point technique maintenant, alors vous voyez le SMI, quand même il y a des trucs assez marrants sur les graphiques, hein. Vous voyez que la semaine dernière on avait donc ce top qui a été fait ici durant le courant du mois de mars, autour des 11 800, et on avait retesté 3 fois, vous voyez, une fois ici, une fois là, ce qui nous permettait de tirer une tendance horizontale qui passait là. En fait, au mois de mai, on a cassé à la hausse, on était tapé le haut du canal ascendant qui passe par ici, et puis on est revenu ces derniers jours pour aller se poser de nouveau sur ce top-là, donc cette ancienne résistance qui est devenue un support maintenant, pour rebondir en 2 séances de manière assez spectaculaire. Et pour terminer, on va dire, la semaine à des niveaux quand même
assez impressionnant. Alors juste à 12 000, hein, on s'est posé sur les 12 000. Donc maintenant, la suite dépendra des événements de la semaine prochaine, bien sûr. Mais l'un dans l'autre, on a quand même fait quelque chose d'assez spectaculaire. Donc le prochain but maintenant qu'on va mettre sur le SMI et le prochain objectif sera d'aller casser cette résistance ici qui se situe à 12 050. On a fait un reversal ici l'autre jour. Donc si on arrive à casser ça, on va aller rechercher ensuite le haut de ce canal. Et ce sera le prochain challenge sur la Suisse. Le CAC 40, là aussi, hein, les charts fonctionnent plutôt pas mal, puisque la ligne bleue que vous voyez ici eh bien, correspond à une espèce de zone de consolidation qui a fait office de support ici, là, là et encore là. Hein. Cette semaine, on a rebondi pile poil sur cette zone des 7900 et des poussières. Sur le CAC 40, 7900 c'était le point d'inflexion. On a réussi à tenir ici et on rebondit. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à réintégrer ce canal, cette tendance haussière qu'on a par ici sur le CAC 40. Il va falloir qu'on revienne par là pour pouvoir se sentir un petit peu soulagé et repasser au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Mais alors, il faut dire effectivement que le CAC 40 a beaucoup souffert cette semaine. La raison principale, c'est LVMH hein, qui vit un cauchemar pour l'instant. Les résultats étaient plutôt pas mal, les choses étaient plutôt constructives, mais l'un dans l'autre, eh bien, le titre n'arrête plus de baisser. Monsieur Bernard Arnault a même perdu son job de l'homme le plus riche du monde. On termine la semaine à 734, on a tenté un rebond, mais n'oubliez pas, donc comme vous le voyez là, il y a ce gros gap ici qu'il faut aller combler, et tout le monde parle que de ça, donc s'il y a la moindre mauvaise nouvelle sur le CAC 40 ou sur les marchés en général la semaine prochaine, LVMH est vraiment susceptible de descendre encore jusqu'à 680, 685, qui sera probablement un niveau d'achat pour essayer de se repositionner là-dessus, pour ceux qui ont raté la première vague. Mais fondamentalement, les choses sont toujours OK, mais on voit que pour l'instant, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Et c'est vrai que quand vous avez une LVMH qui plante, vu l'importance qu'elle a dans le CAC 40, eh bien, c'est difficile d'aller contre le vent. Le S&P 500, vous voyez que on a testé notre moyenne mobile des 50 jours la semaine dernière, vendredi. Hein, donc vendredi, si on zoome, allez, on va zoomer, hop, zoomons encore plus, vous voyez qu'on est venu vraiment se poser sur la moyenne mobile des 50 jours. Et ce qui est assez impressionnant, c'est quand on voit le mouvement du S&P 500. Alors, on a eu les chiffres du PCE qui étaient, comme je vous l'ai dit, rassurants, mais pas satisfaisants. Le marché a ouvert en baisse. On a été chercher les bas à 5180 et dès qu'on est passé sur ces niveaux-là, qu'on a cassé les 5200, tout d'un coup, l'espace de quelques minutes, dans la dernière demi-heure, le S&P 500 a tout rattrapé pour reprendre quasiment 100 points et terminer à 5283. Donc on peut dire qu'il y a de la résilience et on peut dire qu'il n'y a personne qui a envie de passer le week-end short sur le S&P 500. Le Nasdaq Composite, un mardi dernier, après le week-end du Memorial Day, le Nasdaq Composite, donc le gros Nasdaq où il y a toute la tech, a été chercher les plus hauts de tous les temps, vous voyez ici. Et puis derrière, boum, sell-off, pam pam pam. Et vendredi, pareil, on fait une exagération à la baisse, on va combler un espèce de mini-gap qu'on avait ici, et paf, on rebondit. Là aussi, explosion en clôture, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Il y a des trucs, on n'y est pas. Hein. Franchement, il y a des gens qui doivent soit savoir des choses, soit il y a des gros joueurs qui viennent intervenir sur les marchés en fin de semaine. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Alors, je ne sais pas si l'intelligence artificielle a déjà pris le pouvoir, mais en tous les cas, c'est impressionnant. Alors, normalement, ces candlesticks de retournement sont très importants quand il y a des changements de tendance. Là, c'est difficile à dire ce qui va se passer. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a quand même des RSI qui sont surachetés ici et que potentiellement, on n'a peut-être pas fini de voir le marché corriger. Et comme je vous l'ai dit, il y a une surexposition de la part des investisseurs au niveau de la tech. Et donc ça, c'était donc le Nasdaq Composite. Alors, on peut vérifier avec le SOX, même comportement. Le SOX qui a également fait un plus haut historique, merci Nvidia. Mais depuis, on voit qu'il y a quand même quelques prises de profit avec un renversement vendredi qui n'est pas dû au PCE. Hein. Ça n'a pas rebondi à cause des chiffres de l'inflation. Ça a rebondi en fin de séance pour une raison qu'on ignore. Et puis alors, on va terminer avec le Dow Jones qui a enfin réussi à avoir une séance positive hein, parce que le Dow Jones, depuis qu'il a touché les 40 000, hein, qu'on a fêté, d'ailleurs, moi, j'ai acheté la casquette qui m'a coûté un bras et puis j'ai même pas eu le temps de la porter réellement puisque j'ose plus la porter. Donc maintenant, on est de nouveau de retour sur les 39 000. Donc voilà, donc le Dow Jones n'a pas tenu ses 40 000. On a été renvoyé à la casse. On est revenu sur ces zones de support. Hein. On va dire que 37 200 ferait office de support. Non, 37 200, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Non, pas 37 200. Aujourd'hui, on a cette zone de support qui passe ici. 37 700.
qui passent par ici, qui peuvent nous permettre de dire le Dow Jones devrait pour l'instant traiter dans ce range-là. Une sortie dans un sens ou dans l'autre ne serait pas de bon augure. Pour l'instant, on a eu ce rebond, mais encore une fois, c'est pas forcément une certitude. On sent quand même qu'il y a pas mal de commentaires plutôt prudents pour l'instant sur les marchés. J'ajoute sur le fait que la semaine prochaine, il y aura quand même la publication des non-farm payroll qui seront très importants, les chiffres de l'emploi, en plus de la BCE qui va baisser les taux. Si l'on parle maintenant des vedettes de la semaine en Suisse, alors on a beaucoup parlé des grands noms, des grands noms du SMI. On citera tout d'abord UBS. UBS qui a fait pas mal de déclarations cette semaine. Tout d'abord, ils vont faire un management shakeout, ils vont changer de manager, ils vont virer, enfin Hermotti va s'en aller, c'était plutôt prévu, et ils vont le remplacer a priori à l'interne. Il y a 3 candidats visiblement qui sont les papables pour remplacer Monsieur Hermotti. On notera que Hermotti, on a d'ailleurs profité pour donner une interview en critiquant beaucoup les autorités suisses, la FINMA, le Conseil fédéral, sur leur gestion de la crise du Crédit Suisse. Bon, c'est un tout petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, puisqu'ils ont quand même donné le Crédit Suisse à UBS pour vraiment une bouchée de pain. Et puis l'un dans l'autre, le pognon qu'Hermotti va toucher au passage, c'est quand même un peu à cause de l'incompétence des autorités suisses, on va dire ça comme ça. Et aussi un peu des managers du Crédit Suisse. Mais enfin bref, en tout cas, il a balancé à boulet rouge sur les autorités. Vous me direz, de toute façon, vu ce qu'il a sur le compte en banque, peu importe ce que pense la FINMA de lui, de toute façon, il va se barrer. Et puis, il pourra prendre sa retraite absolument sereinement, s'il en a envie, bien sûr. Durant la semaine, la marque Crédit Suisse a donc définitivement disparu. RIP, il n'y a plus de Crédit Suisse, c'est terminé, tout était intégré. Et l'UBS a fait un carton sur quasiment 14 mois. Et puis autrement, petite information, mais petit détail, l'ancien boss du Crédit Suisse a donc aussi quitté la banque. Donc tout ça ne semble être que des bonnes nouvelles. Vous voyez que l'UBS revient de nouveau au plus haut pas de tous les temps, mais en tout cas de ces derniers mois. Record de nouveau sur les 28,50. Voilà, vous voyez qu'on est au plus haut, va falloir casser maintenant. Donc il faut vraiment qu'on arrive à passer ces 28,49 sur l'UBS, 28,50, et puis qu'on arrive à aller chercher plus haut. Sinon on aura un magnifique double top qui va se construire. Donc ça sera le chart à surveiller la semaine prochaine. On reparle d'EFG, alors pas d'EFG et de Julius Baer, parce que pour l'instant l'histoire elle semble tomber à l'eau, mais en tout cas EFG a publié ses entrées de net new money. Alors il n'y avait pas de chiffre de référence avant, néanmoins on avait des attentes autour de 155 milliards, ils ont fait un tout petit peu mieux, c'est surtout parce qu'ils ont engagé pas mal de nouveaux gestionnaires de fortune qui ont apporté des nouveaux fonds avec eux. L'un dans l'autre, rien de spécial, pas de commentaires sur ces rumeurs de fusion, d'ailleurs dans la discussion qui a suivi, ils ont rien dit du tout. Le titre n'a pas vécu sa meilleure semaine, mais visiblement il y a une petite déception quand même à cause du fait qu'il n'y a pas de takeover pour le moment. Donc vous voyez, le pic rouge, c'est plus ou moins quand ils ont dit que ils ont annoncé leurs chiffres, et donc pour l'instant on a eu la déception, il s'est rien passé, les net new money étaient un peu mieux, mais voilà, pour l'instant pas de fusion et pas de nouvelles de la part de Julius Baer, donc on est dans une zone, on peut rien dire. Je pense que une partie de la hausse qui était déclenchée ici, c'est des gens qui devaient être un petit peu mieux informés que les autres. Ensuite, les rumeurs sont arrivées. Là, il n'y a pas de confirmation. Et pour l'instant, à suivre gentiment. Mais c'est une histoire qui semble pour l'instant se terminer. Je parle de celle du takeover. Parlons maintenant du bon rush. Le bon rush était pas mal dans les journaux de cette semaine. Ce qu'il faut retenir, entre autres, c'est qu'ils ont obtenu une révision prioritaire de la part de la FDA pour un médicament contre le cancer du sein. Ça, c'est la première chose, la bonne nouvelle. Mais dans la foulée, on a quand même eu Goldman Sachs qui a repris la couverture du bon rush et qui l'a mis sur sell avec un target à 236. Donc on sait, sell à ce niveau-là, c'est pas très intéressant, mais 236 targets sur bon rush. Par contre, de l'autre côté, ils ont pris également la couverture sur Novartis, et là par contre ils sont en buy avec un target à 109 francs suisses. Donc ce qui fait que l'un dans l'autre, il y avait forcément un vainqueur dans tout ça, qui était évidemment Novartis. Novartis qui d'ailleurs a bien performé parce qu'ils ont eu un de leurs médicaments, le Semblix, qui a atteint 2 critères d'évaluation pour une étude de phase 3 vis-à-vis de la FDA. Donc ça c'est pour les patients qui ont une leucémie. Et puis une autre nouvelle qui va bien aussi chez Novartis, c'est qu'ils ont des nouvelles publications sur leur anticancéreux, le Kisqali, qui semble marcher également pas mal du tout. Là on parle pour les cancers du sein également. Donc voilà, des bonnes nouvelles chez Novartis, des bonnes nouvelles chez Roche en termes de recherche, et par contre surtout Goldman Sachs qui est bullish, vraiment bullish sur Novartis. Je crois même que l'UBS a aussi augmenté son price target sur Novartis, et pour l'instant Roche est toujours le vilain petit canard au milieu de tout ça.
Voilà, vous voyez que l'un dans l'autre, eh bien, mauvaise semaine, le bon rush termine, il revient sur sa moyenne mobile des 50 jours. On a fait que de baisser, même malgré les mauvaises nouvelles, entre guillemets, on a quand même une légère sorte de rebond. Vous voyez qu'on est toujours dans ce biseau descendant sur le bon rush, on l'avait cassé, on revient. Peut-être que ça peut aussi redémarrer. Alors vous voyez que Goldman Sachs qui prend une couverture avec sell sur le bon rush, et quand ils ont annoncé ça, on était à 231 francs suisses sur le bon rush. On est à 231 francs suisses sur le bon rush et leur objectif à la vente, c'est 236. Moi, je sais pas, je n'ai pas appris à compter avec les gens de Goldman Sachs. Novartis, donc vous voyez, Novartis par contre, ça se passe plutôt pas mal. Sur l'annonce de Goldman Sachs, elle n'a pas trop réagi. Par contre, sur l'upgrade de l'UBS en fin de semaine, elle a bien réagi. Plus les bonnes publications, plus les bonnes annonces. Novartis revient sur ses plus hauts, là, sur ce haut de ce canal. Vous voyez que pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Hein. Donc, évidemment, tout le monde est bullish sur Novartis. Mais quand même, à chaque fois qu'on arrive au niveau des 93 francs, eh bien, y a quand même des vendeurs qui reviennent. Donc, si on arrive à s'établir en dessus, on va avoir un grand changement de tendance chez Novartis. Mais sinon, on risque bien de revenir de nouveau à la baisse. Nestlé, le réveil de Nestlé. Alors la fin de semaine du SMI est principalement due à Nestlé. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles. Alors il n'y a pas eu de grandes nouvelles, mais il y a eu une conférence de JP Morgan durant laquelle le patron de Nestlé s'est montré extrêmement positif pour l'avenir. Il a fait des commentaires assez encourageants, chose qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Résultat, un gros rebond sur Nestlé. Lalique, c'est un titre dont on parle jamais et a priori on ne devrait plus en parler bientôt parce que Lalique est une boîte c'est un verrier de luxe qui vient de recevoir une offre de takeover 31% plus haut que le prix du marché. L'offre de rachat a été proposée par l'actionnaire majoritaire qui s'appelle Silvio Dance, donc c'est lui qui propose de racheter sa propre boîte, donc il va la ramener dans le privé et la sortir du stock market. Donc le titre a littéralement explosé sur la nouvelle, mais enfin vu les volumes et vu les mouvements de l'action, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous montre quand même le mouvement parce que c'est pas facile à voir. Vous voyez qu'ici, bam, une belle journée. Eh bien, on était à 30 et personne n'a rien vu, puis on est monté à 39. Et puis on va terminer ce Swiss Bliss avec Meyer Burger. Alors Meyer Burger a annoncé qu'ils avaient l'intention de faire ce qu'on appelle un reverse split. Alors un reverse split, simplement c'est que vu que vous avez une action qui vaut 0,010, c'est pas très intéressant. Et bien évidemment, personne regarde ce genre de truc. Donc du coup, ils ont annoncé un reverse split. Ils veulent faire un reverse split de 750 pour une. Donc on va multiplier le prix par 750 pour avoir de nouveau un prix à peu près correct. Ça ne veut pas dire que le titre va remonter et que la thématique des panneaux solaires qui ont une grosse concurrence de la part des Chinois va s'améliorer. Voilà ce que l'on pouvait raconter pour cette semaine globalement qui a été très économique. Et la semaine prochaine le sera aussi avec la BCE en fin de semaine et les non-farm payroll comme je vous l'ai dit. Ce sera le point supplémentaire. Évidemment qu'une faiblesse des non-farm payrolls corroborerait le scénario de dire « Ah bah c'est bon, l'économie ralentit, la Fed va pouvoir baisser les taux », mais en même temps, vous l'avez vu, il y a quand même des gens qui commencent à dire attention, récession. Et la semaine dernière, on a eu aussi beaucoup de gourous qui sont se montrés extrêmement prudents sur les marchés en disant que ça pouvait quand même corriger, qu'on était très cher en termes d'évaluation et que maintenant, il fallait quand même justifier la performance du marché qui est en hausse de quasiment 25% depuis le victory lap de M. Powell au mois d'octobre dernier. Et que maintenant, il fallait délivrer, vraiment, justifier et expliquer pourquoi on a pris 25%, alors que finalement, la croissance des bénéfices n'est pas aussi spectaculaire que ça, mis à part un autre ami Nvidia, et que ça pourrait commencer à poser quelques problèmes. Alors la théorie du sell in May and go away, pour l'instant, n'a pas fonctionné en ce mois de mai. On attend un mois de juin plutôt, ce qu'ils appellent bumpy, ça va secouer un peu dans tous les sens, a priori. Et puis après, ce sera l'été, mais enfin, on aura le temps d'en reparler. D'ici là, de se reparler, puisqu'on se revoit de toute façon lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de partager, de liker, de commenter. Et surtout, passez un super week-end. Et on se voit lundi, comme d'habitude. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.